Dans cette vidéo, on va entamer la première partie qui porte sur les fondations mathématiques. Donc, on va voir la partie algèbre linéaire. Donc, je vais essayer de contextualiser, de donner un peu le rapport avec le deep learning. On va voir tout ce qui est scalaire, vecteur, matrice, tenseur. Donc, essayons de voir une petite définition pour contextualiser afin de mieux savoir quel est vraiment l'objectif de faire ce cours, de pouvoir comprendre l'algèbre linéaire et de l'appliquer dans le contexte du deep learning. Donc d'abord, on va commencer par une petite modélisation. Donc imaginons que l'on souhaite prédire la taille d'une personne à partir de son âge. Ce problème devient alors ce qu'on appelle une modélisation mathématique. Et cette modélisation peut être représentée par taille égale f de âge, avec f ici qui représente une fonction. Donc, on peut prendre une fonction logarithmique pour illustrer ça. Donc, ça va être taille égale A multiplié par log de B fois âge plus C. Avec A, B, C qui peuvent être des constantes, par exemple. Âge qui représente ici l'entrée de la fonction, donc ce qu'on doit avoir en entrée pour faire le traitement. Et la sortie qui représente tout simplement la taille. Donc, la personne donne son âge, on applique la fonction et on lui donne la taille correspondante. Donc, ici, âge et taille sont des nombres, donc c'est ce qu'on appelle aussi des scalaires. Donc, pourquoi l'algèbre linéaire? Donc, dans l'illustration donnée avec la modélisation, le problème est très simple parce que pour l'entrée, on a âge qui est un nombre, donc c'est un seul nombre qui est donné en entrée. Et pour la sortie, on a taille, donc c'est aussi un seul nombre. Donc le problème n'est pas très complexe. Mais dans certains cas, on peut se retrouver avec un problème qui n'est pas évident, c'est-à-dire l'âge, au lieu de donner uniquement l'âge en entrée, c'est-à-dire un seul nombre, on peut avoir plusieurs nombres en entrée ou bien plusieurs variables. Donc cela peut être âge et poids par exemple. Donc pour la sortie aussi, on peut avoir la même chose. Au lieu d'avoir uniquement la taille, on peut avoir la taille et le genre par exemple. Donc si on se retrouve dans ce genre de situation, on va utiliser d'autres méthodes de représentation. Donc c'est ce qu'on va appeler des vecteurs et des matrices. Et c'est là que l'algèbre linéaire va être intéressante parce que ça va permettre d'étudier en quelque sorte les transformations linéaires qu'on peut appliquer dans ces vecteurs. Et dans le contexte du deep learning, pourquoi utiliser ces représentations? En deep learning, on va travailler avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc, pour travailler avec ces réseaux de neurones, donc pour faire de l'apprentissage, le plus souvent, on a besoin de données. Donc, quand on parle de données, nécessairement, on va parler de stockage, par exemple, ou bien de représentation. Et après avoir bien représenté, il faut faire des traitements. Donc, pour avoir des représentations qui sont cohérentes, on aura besoin de faire recours à l'algèbre linéaire pour obtenir ce qu'on appelle les scalaires, par exemple, des vecteurs, des matrices et des tenseurs, et pouvoir appliquer aussi certaines transformations sur ces représentations. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir exactement c'est quoi un scalaire. Donc, un scalaire peut être défini de manière très simple comme un nombre unique qui n'a pas de direction et qui est défini dans un ensemble. Supposons qu'on voudrait représenter le nombre d'élèves dans une classe. Donc, ce nombre d'élèves peut être représenté par une variable P et cette variable appartient à l'ensemble N ou bien l'ensemble des entiers naturels. On peut faire la même chose pour une autre variable. Supposons qu'on voudrait représenter la température extérieure. Donc, on peut utiliser T appartient à l'ensemble R avec R qui est l'ensemble des nombres réels. Donc, cela nous permet de dire que les scalaires sont donc les briques de base. Donc, ils représentent des quantités très simples et on a l'habitude de les utiliser dans la vie courante. Donc, ici, on a deux scalaires, P qui est l'ensemble des élèves dans une classe ou bien le nombre d'élèves et T qui représente ici la température extérieure. Donc, en Python, pour créer des scalaires, c'est simple. Donc, on peut faire n ici égal à 52 pour dire le nombre d'étudiants, par exemple, dans une classe. On peut faire la même chose pour t égale 12,5 pour avoir la température en degrés Celsius.
Et pourquoi c'est important en deep learning? Parce qu'il faut toujours faire le rapprochement de ce qu'on utilise sur l'algèbre linéaire dans le contexte du deep learning, parce que c'est ça notre objectif, il ne faut pas l'oublier. Donc les scalaires, on les retrouve dans beaucoup de contextes dans le deep learning, notamment pour représenter des poids et des biais, par exemple d'un réseau ou bien d'un neurone. Donc, on va voir de manière beaucoup plus détaillée c'est quoi exactement un poids et un biais dans le cours de perceptron. Donc, on peut utiliser aussi des scalaires pour représenter ce qu'on appelle des valeurs de perte ou bien loss. Donc, on va le voir aussi. On peut les utiliser aussi, les scalaires, pour représenter tout ce qui est score de performance. Par exemple, la précision, l'accuracy, l'AUC, etc. Donc, c'est très essentiel et c'est au cœur des calculs dans le deep learning, même si la représentation peut sembler très simple, mais on en aura besoin. Donc, après avoir bien compris ce que c'est que les scalaires, donc essayons de voir les vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur peut être, lui, défini comme une liste ordonnée de nombres. Donc, pour les scalaires, on parlait d'un nombre unique, mais pour un vecteur, on va parler d'une liste ordonnée de nombres. Donc, qui sert à représenter des données différentes. On peut représenter plusieurs nombres dans un vecteur, par exemple des nombres réels. On peut représenter des images, des textes, des sons, des vidéos, etc. Donc, prenons cet exemple, x, c'est égal à x1 jusqu'à xd. Donc là, on vient de créer un vecteur qui s'appelle x et qui est représenté en colonne. On va dire que x appartient à Rd. Le R veut tout simplement dire que chaque élément, c'est-à-dire chaque xi, x1 jusqu'à xd, appartient à R. Et vu qu'on a d éléments, donc on va mettre d. Raison pour laquelle on écrit x appartient à Rd. On peut appliquer quelques opérations classiques sur les vecteurs, notamment l'addition. Donc pour additionner deux vecteurs, il faut que ces vecteurs soient de même taille. Donc on va faire x plus y. Et la sortie sera toujours un vecteur de même taille. Donc, si on prend l'exemple de x égale x1 jusqu'à xd, on prend y par exemple égale y1 jusqu'à yd. Si on fait la somme de x plus y, on va se retrouver avec un vecteur de taille d, c'est-à-dire qui contient des éléments. À côté de l'addition, on peut aussi faire la multiplication d'un scalaire a avec un vecteur. Donc, a est un nombre, on le multiplie par un vecteur. Donc, cela revient tout simplement à faire la multiplication de chaque élément de x par a. Donc, on va faire a fois x1, a fois x2, a fois x3 jusqu'à a fois xd. Et la sortie, bien évidemment, ça va être toujours un vecteur. Donc, un vecteur est toujours caractérisé par ce qu'on appelle sa direction et sa longueur ou bien norme. Donc, c'est quoi la direction? La direction, c'est tout simplement vers où le vecteur pointe. Et la norme ou bien sa longueur, donc comme représenté ici avec la norme 2, donc on peut avoir plusieurs normes. Donc la norme 2 ou bien la norme euclidienne, ça va être la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré. Donc quand on parle de vecteur, il faudrait nécessairement définir ces deux concepts, c'est-à-dire la direction vers où le vecteur pointe et c'est quoi aussi la norme de ce vecteur. Donc, si on prend cet exemple, supposons qu'on est dans R2, donc chaque vecteur contient deux éléments. On a x égale 3 et 1, y égale 2 et 3. Donc, pour représenter ces vecteurs, suivant l'origine, donc suivant le point 0, donc le point de coordonnées 0, 0, donc on va avoir quoi? Donc, pour représenter x avec la flèche bleue, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 3 qui va être représenté sur l'axe des abscisses. Donc, on pointe ici sur 3. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter 1. Donc, 1 sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des y. Donc, on a 1 ici. Si on fait la jonction des deux, donc on aura un point ici. Et on va représenter la flèche qui part de l'origine jusqu'à ce point pour avoir notre vecteur x. Et pour y, la flèche verte, on va faire la même chose. Donc, un vecteur est nécessairement différent de point, vu que là, on parle de direction et de longueur. Alors que si c'est un point, on va uniquement parler de sa position. Donc, il n'y a pas de notion de
de direction. Donc, il y a beaucoup d'opérations qu'on peut appliquer sur les vecteurs. Donc, je vais en citer quelques-unes. Par exemple, la transposition, c'est quoi exactement? Prenons un exemple, un vecteur X qui appartient à Rd, c'est-à-dire qui contient des éléments. Donc, par défaut, un vecteur, on le représente toujours en colonne. Donc, on aura X, c'est égal à X1 jusqu'à Xd. Et la transposée de X, ça va être quoi? Ça va être X qui est représenté en ligne. Donc, au lieu ici, X est en colonne, on applique la transposée. Donc, X va être représenté en ligne, comme c'est illustré ici. Et si on a un vecteur qui est représenté en ligne, donc si on applique la transposée, ce sera un vecteur qui va être représenté en colonne. Y ici est représenté en ligne. Donc, si on applique Y transposé, ça va être Y qui est représenté en colonne. Donc, on peut faire la multiplication de matrices, comme illustré ici. Voilà. Donc, la multiplication d'un scalaire autant pour moi, et d'un vecteur, ça donne quoi? Si on a un scalaire alpha qui appartient à l'ensemble R, on peut multiplier ce scalaire avec un vecteur, comme j'avais parlé de ça tout à l'heure. Donc, on fait alpha multiplié par x. Cela revient tout simplement à faire alpha multiplié par tous les éléments de x. Donc, si on prend cet exemple, x est égal à 3, 1 et y est égal à 2, 3. Si on applique le produit scalaire avec le vecteur x et y, supposons que le scalaire c'est égal à 2. Donc, 2x, ça revient tout simplement à faire 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois 1, c'est 2. Et pour y, si on fait moins 1 demi multiplié par y, ça va donner moins 1 demi fois 2, ce qui donne moins 1. Voilà. Et moins 1 demi fois 3, ici, ça va donner moins 3 demi. On peut parler aussi de vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire associé à x est représenté ici par x divisé par norme de x. Donc, ça va être la norme 2, par exemple. Donc, si on applique cette opération, donc on se retrouve avec u, un vecteur u. Et ce vecteur u, si on applique la norme, sa norme sera toujours égale à 1. Donc, le vecteur unitaire est un vecteur qui a comme norme 1. Donc, on peut parler d'addition et de soustraction entre deux vecteurs. Supposons qu'on ait deux vecteurs x et y qui appartiennent à Rm, c'est-à-dire chaque vecteur contient m éléments. Donc, si on fait x plus ou moins y, donc c'est la même chose. C'est le même traitement qui va être appliqué. Donc, si on fait x plus ou moins y, ça va être x1 plus ou moins y1, x2 plus ou moins y2, jusqu'à xm plus ou moins ym. À côté aussi, on peut appliquer ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc, le produit scalaire ou the product. Le produit scalaire entre deux vecteurs, ça va être quoi? Ça va être, supposons qu'on prend x, c'est représenté ici par point, le produit scalaire. X point y, c'est égal à norme de x fois norme de y que l'on multiplie par cosinus de θ. Et θ correspond tout simplement ici à l'angle que fait x et y. Donc, on peut utiliser une autre expression pour faire le produit scalaire. Donc, ça va être la somme des i allant de 1 jusqu'à m. Pourquoi m? Parce qu'il y a m éléments dans x et y. Donc, on multiplie élément par élément, c'est-à-dire x1 fois y1, et puis on fait la somme. Et si on regarde bien cette somme, pour illustrer de manière beaucoup plus simple, ça va être la même chose ici. Donc, au lieu d'appliquer plus ou moins, on applique une multiplication tout simplement. Donc, ça va être x1 fois y1, x2 fois y2, jusqu'à xm fois ym. Et puis, on fait la somme. Donc, on va se retrouver avec un scalaire en sortie. Donc, la sortie d'un produit scalaire est un scalaire. Il peut y avoir quelques interprétations suivant l'angle que fait x et y, θ. Donc, si on calcule cosinus de cet angle, cosinus de θ, et on retrouve 1, on va dire que x et y ont la même direction. Et dans le cas où le cosinus de θ est égal à moins 1, donc on va dire que c'est des directions opposées, x et y ont des directions opposées. Et si cosinus de θ est égal à 0, on va dire que les deux vecteurs x et y sont orthogonaux. Donc, il y a l'effet de perpendicularité entre ces deux vecteurs.
Pour représenter un vecteur en Python, donc je vous invite à voir le cours que j'ai fait sur Python. On va utiliser NumPy ici. Donc pour NumPy, ça va marcher comment? Donc supposons qu'on crée un vecteur x qui est égal à 3, 1. Donc il y a deux éléments dans R2. Y qui est aussi dans R2, donc 2 et 3. On peut faire le produit scalaire, la multiplication d'un scalaire avec un vecteur, donc scalaire fois vecteur, 2 fois x. On peut faire l'addition entre ces deux vecteurs, x plus y. On peut faire la soustraction, x moins y. Donc, on peut faire aussi le produit scalaire, donc x point dot y qui donne un scalaire. Donc, en sortie, on aura quoi? On aura le produit d'un scalaire multiplié par un vecteur qui donne toujours un vecteur, x plus y qui donne toujours un vecteur de même taille, x moins y qui donne un vecteur de même taille, et le produit scalaire qui donne un scalaire. Donc, x, produit scalaire entre x et y, ça donne 9 ici. Donc, pourquoi 9? Donc, ici, on élève au carré. On calcule la norme, autant pour moi, ou bien on fait la somme entre les deux. Donc, 3 fois 2, ça donne 6. Et 1 fois 3, ça donne 3. Donc, on fait 6 plus 3, ça donne 9. Donc, on a 9 ici. Donc, c'est ça pour les vecteurs. Si on a compris les scalaires qui sont représentés par des nombres, les vecteurs qui sont représentés par une liste ordonnée de nombres. Donc, essayons de voir les matrices, c'est quoi exactement. Donc, essayons de définir les matrices en utilisant deux concepts différents ou bien deux approches différentes. Donc, visuellement, c'est quoi une matrice? Donc, visuellement, on peut dire qu'une matrice est une grille de nombres où chaque élément est repéré ou bien est repéré, bien sûr, par ses indices de lignes et de colonnes. Pour être simple sur la définition, c'est tout simplement une table. Donc, quand on parle de table, on va parler de lignes et de colonnes, comme c'est illustré sur le W ici. Donc, on voit des éléments qui se retrouvent sur la première ligne, d'autres sur la deuxième ligne, jusqu'à la ligne M. Et algébriquement, c'est quoi une matrice? Une matrice, algébriquement, représente une transformation linéaire. Et c'est très intéressant de retenir ça. Donc, ça va être une transformation linéaire qui est appliquée sur un vecteur et qui transforme ce vecteur pour donner en sortie un autre vecteur. Donc, comme si c'est comme avec la modélisation de la fonction qu'on avait donnée, donc taille égale f de âge. Donc, on peut dire que ici, l'entrée, ça va être un vecteur et la transformation linéaire représente tout simplement notre fonction. Donc, on applique notre fonction, donc qui est ici une matrice, on l'applique sur un vecteur en entrée et la sortie, ça va être un vecteur. Donc, ici, on a l'illustration d'une matrice qui contient m lignes et d colonnes, donc représentée ici par m fois d. Donc, prenons cet exemple. Supposons qu'on a une matrice A qui contient les éléments moins 2, 0 sur la première ligne et sur la deuxième ligne, 0 et moins 2. On a notre vecteur x qui contient 3 et 1. Notre objectif, c'est d'effectuer une transformation linéaire sur le vecteur x en utilisant notre matrice A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer A fois x qui va donner en sortie un vecteur y. Donc, comment cette opération va être exécutée? C'est simple. On prend le premier élément de x qui est 3, on le multiplie par la première colonne de A qui est moins 2 et 0. Donc, comme ici, 3 multiplié par moins 2 et 0. Puis, on prend le dernier élément ou bien le deuxième élément de x, donc qui est 1, donc plus 1, on met plus 1. On multiplie cet élément par la deuxième colonne de A, donc qui est 0 et moins 2. Donc, si on fait la multiplication, on fait 3 moins 2, ça donne moins 6, plus 1 fois 0, ça donne 0. Donc, le résultat, c'est moins 6. On fait 3 fois 0, ça donne 0, plus 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Donc, on peut appliquer aussi quelques opérations, comme on avait fait avec les vecteurs. Donc, pour la transposition, ça va être quoi? Supposons qu'on ait une matrice A, donc qui contient m lignes et d colonnes. Donc, si A est représenté ici, de cette façon, donc la transposée, ça va être quoi? Ça va être une matrice
qui va contenir D lignes et M colonnes. Et comment faire pour obtenir cette matrice qui contient D lignes et M colonnes? C'est simple. On a A qui contient sur la première ligne A1, 1, A1, 2, A1, 3 jusqu'à A1D. Cette première ligne va être la première colonne de notre matrice A transpose. La deuxième ligne de notre matrice A va être la deuxième colonne de notre matrice transpose. La troisième ligne de A va être la troisième colonne de notre matrice transpose, etc. Donc, si vous regardez bien, on va se retrouver maintenant avec A1, 1, A1, 2 jusqu'à A1D qui était sur la première ligne. On retrouve cette première ligne de A sur la première colonne de A transpose. Donc, A1, 1, A1, 2 jusqu'à A1D. Si on fait la même chose jusqu'à AM1 qui se retrouve sur la ligne M, jusqu'à AMD, on va retrouver cette expression sur la dernière colonne de AT. Donc AM1, AM2 jusqu'à AMD. On peut parler aussi de multiplication d'un scalaire avec une matrice, donc comme alpha ici qui est représenté par un scalaire. Donc cela revient à faire tout simplement alpha A, donc ça va être égal à alpha multiplié par l'ensemble des éléments de la matrice. Donc on va faire alpha fois A1, 1, alpha fois A1, 2, alpha fois A1, 3, jusqu'à alpha fois A1, D. On reprend sur la deuxième ligne, etc., jusqu'à la dernière ligne. Donc ici, il n'y a pas de relation, l'ordre n'est pas important. Donc si on fait alpha fois A, on va retrouver la même chose que si on fait A fois alpha. Donc on peut faire le produit matriciel, le produit d'une matrice avec un vecteur, donc comme on a vu un peu en haut, mais ici on va généraliser. Supposons qu'on ait une matrice A, donc qui est dans MD, donc qui contient M lignes et D colonnes. Si on veut faire le produit avec un vecteur, il faudrait que ce vecteur contient des éléments ici. Donc si le vecteur X contient des éléments, donc la multiplication peut s'exécuter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appliquer la même relation qu'ici. Juste, on va généraliser. Donc, on va prendre x1, le premier élément de x, on le multiplie par la première colonne de A, puis le deuxième élément de x par la deuxième colonne de A, le troisième élément de x par la troisième colonne de A, jusqu'à l'élément qui se retrouve à la position D dans x. On multiplie cet élément par la colonne D de notre matrice A. Et pour généraliser, on peut appliquer la somme. Donc, somme des j allant de 1 jusqu'à d à 1j xj. Donc, c'est le j qui varie. Donc, x varie. On prend la première ligne. Donc, A1, ici, c'est la première ligne. On fait la même chose pour la deuxième ligne jusqu'à la ligne M. Voilà. Donc, on peut faire aussi le produit entre deux matrices. On peut exécuter le produit entre deux matrices. Donc, supposons qu'on ait une matrice A et une matrice B qui ont deux lignes et deux colonnes, donc comme illustré ici. Pour faire le produit entre ces deux matrices, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre la première ligne, donc A1, 1 et A1, 2. On multiplie cette première ligne par la première colonne de B, donc B1, 1 et B2, 1. Donc si on fait A1, 1 fois B1, 1, on a A1, 1 fois B1, 1 ici, plus A1, 2 fois B2, 1, A1, 2 fois B2, 1. On continue, on prend la première ligne de A encore, on la multiplie par la deuxième colonne de B. Donc ça va être A1, 1, B1, 2, A1, 1, B1, 2, plus A1, 2, B2, 2. On fait la même chose, on prend la deuxième colonne la deuxième ligne, autant pour moi, de A, on la multiplie par la première colonne de B, donc ça va être A2, 1, B1, 1, plus A2, 2, B2, 1. On fait la même chose, la deuxième ligne de A, on la multiplie par la deuxième colonne de B, donc A2, 1, B1, 2, plus A2, 2, B2, 2. Donc on peut généraliser cette multiplication. Donc, on n'a malheureusement pas toujours des matrices qui ont deux lignes et deux colonnes. On peut en avoir plus de lignes et plus de colonnes. Donc, supposons qu'on ait une matrice A qui a M lignes et D colonnes.
et une matrice B qui a D lignes et N colonnes, avant de faire le produit matriciel, il faut d'abord vérifier que la multiplication peut, euh, peut être exécutée. Et pour que cette multiplication puisse être possible, il faut tout simplement vérifier si le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire D, est égal au nombre de lignes de B, D. Donc si on a D et D, donc là, le produit est possible. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas faire la multiplication. Et la multiplication, ça va s'exécuter comment? Si on a I et J ici, donc on va faire somme des k allant de 1 jusqu'à D, de AIK, BK, J. Et on le fait pour chaque IJ, donc pour avoir une généralisation. Donc on peut appliquer quelques propriétés importantes sur les calculs matriciels. On peut parler de distributivité. Donc si on a A facteur de B plus C, on peut dire que c'est la même chose que A fois B plus A fois C. L'associativité, ça revient à dire que si on a A facteur de B fois C, c'est égal à A fois B, entre parenthèses, que l'on va multiplier par C. Donc on fait sortir uniquement le C et on fait rentrer le A. Mais le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc là, on ne peut pas dire que A fois B, c'est égal à B fois A. Donc c'est différent. Il faut faire très attention sur la commutativité. Pour la transposer, si on a A fois B transpose, donc on peut faire la même chose, donc c'est égal tout simplement à B transpose fois A transpose. Donc il faut juste changer l'ordre entre A et B et mettre transpose sur chaque matrice. Donc on a des matrices qui parfois ont des représentations un peu différentes des autres, donc on peut les appeler des matrices spéciales par exemple. Donc comme la matrice diagonale, donc qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Une matrice diagonale, c'est tout simplement une matrice carrée d'abord, dont tous les éléments hors diagonale sont nuls. Donc tout ce qui ne se retrouve pas sur la diagonale doit être égal à 0 sur une matrice diagonale. Donc là, on a D11 qui peut être égal ou différent de 0, donc ça dépend. D22 qui peut être égal ou différent de 0, etc. jusqu'à DNN. Donc les seules valeurs qui peuvent être différentes de 0 doivent se retrouver sur la diagonale. Et en dehors de la diagonale, on doit avoir uniquement des 0. Comme illustré ici, si on a une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes, donc on a des 0 hors diagonale, et sur la diagonale, on a 3 et moins 1. Donc on peut dire que D est une matrice diagonale. Donc on peut parler aussi de matrice identité. Donc c'est quoi une matrice identité? Une matrice identité est une matrice diagonale, mais qui est particulière. Donc sur une matrice diagonale, on a les éléments hors diagonale qui doivent être égaux à 0. Sur la matrice identité, ça va être la même chose, mais sauf que sur la diagonale, on doit avoir une condition, c'est-à-dire on doit avoir que des 1 sur la diagonale. Et cette matrice identité agit comme un autre multiplicatif, c'est-à-dire comme la multiplication standard. Si on prend 1, on le multiplie par n'importe quel nombre, on va se retrouver toujours avec le nombre. Donc la matrice identité agit de la même façon. Donc si on prend une matrice identité, on la multiplie avec un vecteur, on trouve toujours le même vecteur. On prend une matrice identité, on la multiplie avec une matrice, on trouve toujours la même matrice. Donc ici pour le vecteur x, i fois x, ça donne x. I fois a, ça donne a. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une matrice inverse. C'est quoi une matrice inverse? Supposons qu'on ait une matrice carrée d'abord, il faut avoir cette condition. Donc si on parvient à trouver une matrice qu'on note A-1 qui remplit cette condition, c'est-à-dire A-1 multiplié par A, c'est égal à A fois A-1 et c'est égal à la matrice identité. Dans ce cas, on va dire que notre A, notre matrice A est inversible et son inverse, c'est A-1. Et quand est-ce qu'on doit parler d'inversibilité d'une matrice? Quand est-ce que A peut être une matrice inversible? A doit respecter ces conditions, c'est-à-dire la matrice A doit être carrée d'abord et que les colonnes doivent être linéairement indépendantes. Donc, il ne doit pas y avoir une combinaison
entre les colonnes. C'est-à-dire on ne peut pas retrouver une colonne à partir de la combinaison linéaire d'autres colonnes. Si on parvient à avoir ces conditions, donc là, on peut chercher la matrice inverse. Mais si tel n'est pas le cas, on ne peut pas trouver l'inverse de cette matrice. À côté, on peut parler aussi de matrice symétrique. C'est quoi une matrice symétrique? Donc la définition, elle est très simple. Une matrice est dite symétrique si elle est égale à sa transposée. Donc supposons qu'on ait une matrice A. Donc si on parvient à vérifier la condition A est égale à A transposée, donc là on peut dire que la matrice elle est symétrique. Et cela revient tout simplement à dire que pour chaque IJ, AIJ c'est égal à AJI. Donc il ne faut pas oublier que pour trouver la transposée d'une matrice, il faut juste changer dans la matrice de départ. Les lignes doivent représenter maintenant les colonnes et les colonnes vont être implicitement les lignes. Donc, on peut retrouver ce genre de matrices sur ce qu'on appelle des matrices de convariance ou bien sur des matrices de distance. Donc, un petit exemple, supposons qu'on a S qui est égal à 1, 2 et 2, 5. Donc, si on cherche la transposée de S, ça va être quoi? Ça va être 1, 2 et 2, 5 encore. Donc, on peut dire que S est une matrice symétrique. On peut parler aussi de matrice orthogonale. Donc, pour matrice orthogonale ou bien orthonormale, c'est quoi? D'abord, on va se mettre dans la condition que notre matrice A doit être une matrice carrée. Donc, si la condition de matrice carrée est vérifiée, on peut continuer. Donc, pour que ça vérifie encore la condition d'orthogonalité, il faudrait que les lignes et les colonnes de A forment ce qu'on appelle des vecteurs orthonormés. Et vecteur orthonormé, ça va être quoi? Donc, il y a deux notions, notion d'orthogonalité et notion de normalité. Donc, pour orthogonalité, c'est quoi? Quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux? Deux vecteurs sont orthogonaux tout simplement si le produit scalaire est égal à 0. Comme le cas, par exemple, si les deux vecteurs forment un angle droit, c'est-à-dire le θ est égal à 90 degrés. Donc là, on peut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, pour la normalité, quand est-ce qu'un vecteur est normé? C'est tout simplement si la norme est égale à 1. C'est-à-dire sa longueur, par exemple, est égale à 1. Donc, pour résumer cette partie, quand est-ce qu'on dit que la matrice elle est orthogonale? C'est tout simplement quand les colonnes de la matrice entre elles et chacune a une norme. Quand les colonnes sont orthogonales, autant pour moi, entre elles, et pour chaque colonne, la norme est égale à 1. Donc, idem pour les lignes. Donc, cette condition doit être remplie sur les colonnes et sur les lignes. Sur les colonnes, on doit avoir quoi? On doit avoir la condition d'orthogonalité, c'est-à-dire si on prend n'importe quelle colonne, donc I et J, on calcule, ou bien U et V, on calcule le produit scalaire, on doit retrouver 0. Et si on prend aussi n'importe quelle colonne, on calcule la norme, on doit trouver 1, et idem pour les lignes. Et si on parvient à vérifier cette condition, c'est-à-dire si la matrice elle est orthogonale, on peut dire, par exemple, supposons que la matrice A est orthogonale, on peut dire implicitement que A transpose multiplié par A, c'est égal à A fois A transpose, c'est égal à I. Et cette condition, on l'a vu tout en haut, c'était avec la matrice inverse. Donc, dans ce cas, on peut dire implicitement A moins 1, c'est égal à A transposé. Et pour simplifier encore la définition, quand est-ce qu'une matrice est orthogonale? Une matrice est orthogonale si sa transposée est égale à son inverse. Donc, on peut prendre l'exemple de Q ici. Vous pouvez faire le test et vous allez trouver que Q transpose est égal à Q. Q transpose fois Q, c'est égal à I. Pour retrouver que Q transpose est tout simplement Q moins 1 et que la matrice est orthogonale. Donc, après avoir sillonné un peu voilà, la structure de quelques matrices spéciales, essayons de voir une approche qui est très intéressante et qui est l'espace matriciel ou bien vectoriel avec des notions de déterminants, par exemple. Donc, le plus souvent, quand on utilise une matrice, on applique une transformation linéaire sur un vecteur et il y a quelques informations qui peuvent changer, notamment la direction et
la longueur aussi du vecteur peut être affectée sur cette transformation. Donc, supposons qu'on ait une matrice A, donc qui a 3, 1 et 1, 2. On l'applique sur un ensemble de vecteurs d'un carré, donc sur l'ensemble des côtés d'un carré, donc un carré qui est représenté ici par O, qui a les points O, A, B et C. Donc, si on applique cette matrice A, donc sur chaque vecteur de notre carré, donc là, on va transformer le carré pour créer ce qu'on appelle un parallélogramme avec les côtés, avec les points autant pour moi, O, D, E et F. Donc c'est là que le déterminant va intervenir et c'est noté par det de A. Le déterminant est tout simplement un scalaire donc qui va mesurer ce facteur de changement d'air ou de volume. Au départ, on a notre carré qui a un volume. Donc ce changement d'air, si on applique la matrice sur le carré, donc on aura une autre transformation qui va donner le parallélogramme. Donc ce facteur de changement, c'est ce qu'on va appeler tout simplement le déterminant de A, de la matrice qui a permis d'avoir ce changement. Donc on parlait d'air ou bien de volume ici. Donc on peut faire quelques interprétations sur ce déterminant. Si le déterminant est positif, on dit tout simplement que l'orientation des vecteurs de base est conservée. Donc on a la même orientation si on prend l'exemple du carré et du parallélogramme. Si le déterminant est négatif, donc dans ce cas, on va dire que l'orientation est inversée, donc le carré n'a pas la même orientation que le parallélogramme, pour cet exemple-ci. Et si le déterminant est égal à 0, donc dans ce cas, on aura une autre interprétation. Donc cela signifie tout simplement qu'au moins un vecteur colonne est combinaison linéaire des autres. Donc il y a une relation entre les colonnes. Donc, on peut construire ou bien on peut retrouver une colonne à partir de la combinaison linéaire d'autres colonnes. Et cette matrice A, dans ce cas, on pourra implicitement dire que c'est une matrice qui n'est pas inversible, qui n'est pas orthogonale, autant pour moi. On peut aller plus loin pour parler de conditions d'inversibilité, mais je ne vais pas rentrer dans ce cas pour cet exemple. Donc, pour calculer le déterminant, on peut prendre cet exemple. Donc, supposons qu'on ait une matrice A qui contient A, B, C, D. Comment calculer le déterminant? C'est simple. On va faire A fois D moins C fois B ou bien B fois C. Donc, c'est ici A, D moins B, C. Ça, c'est pour une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes. Mais pour 3 lignes, 3 colonnes, comment on va faire? Dans ce cas, on va prendre ce qu'on appelle une ligne de pivot. Donc, supposons qu'on prend la première ligne. Donc, A, B, C. Donc, pour calculer le déterminant, on va faire quoi? On prend le A. On dit que A, ça se trouve sur la première ligne et la première colonne. Donc, 1 plus 1, c'est égal à 2. C'est pair. Donc, on fait A multiplié. On efface la première ligne. On efface aussi la première colonne. Donc, première ligne, on efface aussi la première colonne. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui nous reste? EF, HI. Donc, une matrice de taille 2, on représente EF, HI. On continue sur la première ligne de pivot. On prend le B. Le B, ça se trouve sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, 2 plus 1, c'est 3, c'est impair. On fait moins. On met le B. Si on efface la ligne où se trouve B, donc c'est la première ligne, on efface la colonne où se trouve B, c'est la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est D et F, G et I. Donc, on représente ça une matrice de taille 2. On fait la même chose pour le C. C se trouve sur la première ligne, sur la troisième colonne. 3 plus 1, c'est 4. Donc, c'est pair, on fait plus C. Si on efface la troisième colonne et la première ligne, il va nous rester DE, GH. Donc, on représente ça. Et on se retrouve avec des matrices maintenant de taille 2. Et le déterminant d'une matrice de taille 2, on sait calculer ça, donc en utilisant cette formule. Donc, on peut appliquer cette formule sur chaque sous-matrice et on obtient le déterminant. On peut utiliser aussi d'autres méthodes pour calculer le déterminant, avec, notamment en appliquant des méthodes de décomposition LU, etc. Donc, pour calculer le déterminant avec Python, donc supposons qu'on ait un exemple ici avec une matrice A, 3, 1, 1, 2. On a des vecteurs, donc pour appliquer des transformations, ça je vais montrer après.
Donc, pour calculer le déterminant, c'est simple, on utilise np.linalg et on met .det pour déterminant. Donc, on lui donne la matrice et là, on aura un déterminant qui est égal à 5. Donc, si on prend pour illustrer cet exemple que j'avais donné ici pour le carré et le parallélogramme, pour montrer que le déterminant, c'est juste le facteur de changement d'air. Donc, essayons de voir un peu la figure. Là, on a un carré, donc avec O, A, B, C, donc avec l'air du carré ici. Donc, si on applique la transformation avec la matrice A, donc si on applique A, on sait que le déterminant de la matrice A est 5, donc c'est positif. Si le déterminant est positif, qu'est-ce qu'on avait dit? On dit que si le déterminant est positif, cela indique tout simplement que l'orientation des vecteurs de base est conservée. Donc là, on se retrouve avec un parallélogramme, bien sûr, et l'orientation des vecteurs aussi est conservée. On peut voir la flèche bleue et la flèche rouge ici. Donc, on a l'orientation qui est conservée et on a l'air balayé par le parallélogramme ici qui est beaucoup plus important comparé à l'air du carré. Donc, à côté du déterminant, on a aussi ce qu'on appelle des valeurs propres et des vecteurs propres. Et c'est quoi exactement? Donc, le plus souvent, en fait, quand on applique une matrice pour transformer un vecteur, on a une modification c'est-à-dire, on a deux informations qui vont intervenir, c'est-à-dire une modification qui sera appliquée sur la direction et sur la longueur. Mais on peut se retrouver dans certains cas où la direction est conservée, mais uniquement la longueur change. Donc, la longueur peut être étirée ou bien contractée. Donc, dans ce cas, on va se retrouver avec une expression de cette façon. Donc, supposons que V, c'est notre vecteur et A, notre matrice qui transforme le vecteur. Donc, on va retrouver lambda fois V. Donc, avec lambda qui représente ici le facteur d'étirement, on l'appelle aussi valeur propre et V qui représente notre vecteur propre. Donc là, on a vecteur propre qui est représenté par V et valeur propre qui est représentée par lambda. Donc lambda, on peut l'interpréter aussi comme le facteur d'étirement ou bien de compression. Donc on peut avoir quelques interprétations suivant les valeurs de lambda. Si lambda est supérieur à 1, on dit que le vecteur ou bien le vecteur propre est étiré. Donc là, le vecteur propre devient à une norme qui est plus élevée ou bien une longueur plus importante. Si lambda est compris entre 0 et 1, donc on va dire que le vecteur propre, il est contracté. Donc la norme devient plus petite. Et si lambda est inférieur à 0, donc on va dire que la direction du vecteur propre est inversée. Donc dans les cas où on peut se retrouver avec des multiples du vecteur propre, supposons qu'on prend 2 fois V, donc V c'est un vecteur propre, n'importe quel multiple de V, si on multiplie V par un nombre ici, donc ça représente tout simplement des vecteurs propres de même valeur propre. Donc rien ne va changer ici. On aura toujours des vecteurs propres de même valeur propre. Donc à quoi servent exactement ces valeurs propres et vecteurs propres? Donc les valeurs propres et vecteurs propres sont fondamentaux en mathématiques appliquées et en sciences de données aussi. Et on peut l'appliquer dans tout ce qui est réduction de dimension, par exemple avec l'ACP. On peut l'utiliser pour diagonaliser des matrices, c'est-à-dire avoir une expression plus simple d'une matrice. Cela aussi aide à comprendre les systèmes dynamiques, donc interviennent aussi en physique ou bien dans tout ce qui est algorithme de PageRanking de Google, par exemple. Donc, comment on peut calculer ces valeurs propres et vecteurs propres? Donc, pour calculer ces valeurs propres et vecteurs propres, c'est très simple. Pour calculer ces valeurs propres et vecteurs propres, donc on peut d'abord utiliser la formule de départ. Donc, on avait A fois V, c'est égal à lambda fois V. Donc, cela est équivalent à dire A moins lambda I, donc avec I la matrice identité, que l'on va multiplier par le V. Et le tout, c'est égal à 0. Donc, c'est comme si on prenait l'expression, la dernière expression, qui est après le égal, on l'amène avant l'égal. Donc, il y aura un moins. Et on fait le tout multiplié par le V, en utilisant bien sûr la matrice identité.
Donc, on a une première expression, mais qui n'est pas très simple à résoudre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va utiliser une autre formule donc, qui nous permet d'avoir les valeurs propres avant de calculer les vecteurs propres. Donc, pour avoir les valeurs propres, on va faire quoi? On pose le déterminant de A moins lambda I, c'est égal à 0. Donc, on va essayer de résoudre cette équation. Et sur cette équation, il y aura que le lambda comme inconnu. Donc, A, on la connaît, c'est la matrice. I, on la connaît aussi, donc c'est la matrice identité. Donc, à partir de là, on peut calculer les lambda. Et pour chaque lambda, on peut trouver le vecteur propre correspondant. Donc, en utilisant cette formule. Voilà une expression très simple pour pouvoir obtenir les valeurs propres et les vecteurs propres. Mais on peut utiliser Python aussi pour faire le calcul, donc pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Et qu'est-ce qu'on va faire? On utilise aussi toujours linalg avec NumPy, mais en utilisant EIG au lieu de det pour déterminant. Donc là, on va utiliser EIG. On lui donne la matrice A. Donc, ça nous retourne EIG-val, donc pour les valeurs propres, et EIG-vec pour les vecteurs propres. Donc, les valeurs propres, il ne faut pas oublier que c'est des scalaires. Les vecteurs propres sont des vecteurs, comme le nom l'indique. Donc, ici, on a deux valeurs propres, on a 3 et 1. Et pour chaque valeur propre, il y a le vecteur propre correspondant. Donc, le premier vecteur propre qui correspond à 3, donc c'est ce vecteur. Et le deuxième vecteur propre correspond à 1. Voilà. Donc, on peut appliquer aussi ce qu'on appelle des factorisations matricielles. Donc, le plus souvent, en fait, on travaille avec des matrices, mais ces matrices peuvent avoir des expressions un peu complexes pour faire du traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer cette matrice en une représentation beaucoup plus simple à utiliser. Et parmi ces transformations, on peut trouver la décomposition en valeur propre ou bien eigendécomposition. Le eigendécomposition donc s'applique sur une matrice carrée ou bien une matrice carrée ou bien une matrice dite diagonalisable, c'est-à-dire qui remplit les conditions. La matrice doit être carrée, doit être inversible, etc. Donc, si on a une matrice diagonalisable, donc on peut écrire cette matrice A sous une autre forme beaucoup plus simple. Donc, A peut être écrit sous la forme de V fois lambda fois V moins 1. Donc, V ici, c'est une matrice appelée matrice des vecteurs propres de A. Lambda est une matrice diagonale, donc qui va contenir l'ensemble des valeurs propres de A. Et V moins 1, c'est tout simplement l'inverse de V. Donc là, la seule condition à respecter, il faudrait que cette matrice soit diagonalisable pour pouvoir appliquer cette méthode. Et on peut se retrouver dans les cas particuliers, c'est-à-dire si A est symétrique, si la matrice A est symétrique, c'est-à-dire A est égal à A transpose. Donc dans ce cas, au lieu d'utiliser V lambda V moins 1, on peut avoir tout simplement Q lambda Q transpose pour avoir Q transpose est égal à Q moins 1. Donc, cette méthode est appliquée dans beaucoup de contextes. Donc, le plus souvent aussi, c'est utilisé dans tout ce qui est PCA, Principal Component Analysis, pour faire de la réduction de dimension, donc qui est appliqué sur la matrice de convariance. Donc, on peut l'utiliser aussi pour simplifier le calcul de puissance. Supposons qu'on voudrait calculer A à la puissance K. Donc, faire ça, c'est pas évident sur certaines matrices. Donc, si on applique cette décomposition, là, on va se retrouver uniquement avec lambda qui sera puissance k. Et lambda puissance k, vu que lambda, c'est une matrice diagonale, donc on va appliquer la puissance uniquement sur les éléments qui se retrouvent dans la diagonale. Donc, ça n'affecte pas le V ni le V moins 1. Alors que si on voulait le faire directement sur A, ça peut être un peu complexe. Et pour utiliser cette expression, donc c'est simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser donc EIG pour décomposer la matrice, donc pour avoir les valeurs propres et les vecteurs propres. On construit la matrice diagonale, donc lambda. Le V, donc c'est déjà une matrice, c'est bon. V1, donc on va inverser notre matrice V en utilisant linalg. Au lieu de point EIG, on fait point inv. Et si on reconstruit cet ensemble, là, on va se retrouver avec la matrice de départ A. Donc, on peut vérifier np.allClose. Donc, A reconstructed.
Donc là, vous pouvez voir que c'est true. Donc la matrice décomposée est égale à la matrice A. Donc c'est juste une expression beaucoup plus simple, mais rien n'a changé. On a gardé toute l'information. Cette méthode est très intéressante, la méthode de décomposition en valeur propre, mais ça s'applique uniquement sur des matrices diagonalisables. Mais toutes les matrices ne sont pas diagonalisables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle la décomposition en valeur singulière ou bien singular valeur décomposition. Donc, cette approche SVD s'applique sur toute matrice, même non carrée ou bien non diagonalisable. Donc, comment l'algorithme se déroule? Si on a une matrice M qui a M lignes et D colonnes, on peut appliquer cette décomposition avec U fois sigma fois V transpose. U est une matrice carrée, donc orthogonale, qui contient tout simplement les vecteurs propres de M fois M transpose. Donc M transpose, si on le fait, on va se retrouver avec une matrice carrée. Donc V, ça va être une matrice D fois D, donc D lignes, D colonnes, donc qui est encore orthogonale, mais qui contient les vecteurs propres de M transpose fois M. Et sigma, c'est tout simplement une matrice diagonale, ici, avec des valeurs singulières. Donc, les valeurs singulières, on peut voir la relation avec les valeurs propres, on va le voir. Donc, pour interpréter géométriquement cette approche, c'est tout simplement une rotation qui va être appliquée initialement, donc en appliquant le V transpose, puis un étirement, donc comme on faisait avec les vecteurs, et puis une autre rotation pour retrouver la représentation de départ. Donc, si on l'applique sur des images, on reconstruit l'image de base. Donc, les valeurs singulières, comme je disais, sont des racines carrées des valeurs propres, tout simplement. Donc, il y a une relation en fait entre les valeurs propres, comme on avait calculé avec la décomposition en valeurs propres. Ces valeurs propres sont tout simplement les racines carrées des valeurs singulières. Donc, cette approche est utilisée dans des contextes vraiment différents, que ce soit en système de recommandation, voilà, dans la compression d'images. Donc, pour la compression d'images, essayons d'illustrer ça avec une image que j'ai prise, voilà, qui se trouve sur Internet. Donc, on charge l'image, donc l'image est chargée, puis on représente l'image sous forme de matrice. C'est une image en noir et blanc, donc que je peux représenter sous forme de matrice avec des lignes et des colonnes. J'applique le SVD en utilisant le np.linalg. Donc, je lui donne la matrice. Le SVD me retourne U, S et VT, comme je l'ai ici. Donc, j'ai mon U, donc S qui représente sigma ici, et le VT. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de considérer toutes les dimensions de la matrice de départ, je vais prendre uniquement les 50 dimensions. Donc là, je prends toutes les lignes. Je prends les 50 premières colonnes. Ici, vu que c'est un vecteur, donc je vais juste prendre les premières valeurs singulières. Et là, pour le VT, je fais la même chose. Donc, je vais considérer uniquement les k premiers éléments. Vu que c'est transpose, voilà, je considère, au lieu de prendre les colonnes, ici, je vais le considérer sur l'espace des lignes. J'ai fait le produit matriciel, donc je vais perdre de l'information comparée à image NP, qui est l'image de base. Donc ici, j'ai réduit, j'ai compressé, donc je vais perdre un peu d'information. Et si j'affiche les deux, là, je me retrouve avec l'image originale qui est beaucoup plus nette, claire. Mais à côté, j'ai une image avec une résolution plus petite qui a été compressée, mais quand même qu'on parvient à bien détecter. Donc on voit l'image. Si on veut retrouver l'image originale, ou bien si on veut tendre à une résolution beaucoup plus nette, il suffit tout simplement d'augmenter le K jusqu'à se rapprocher de la dimension de l'image de départ. Donc ici, on va afficher pour voir la dimension, c'était 512 colonnes. Donc on peut augmenter 50, 100, etc. pour se rapprocher à 512 pour reconstruire l'image de départ. Donc pour résumer, le Eigen Decomposition, ça s'applique sur des matrices carrées, donc diagonalisables. Donc, on a V sigma V-1 avec des valeurs propres et des vecteurs propres. Alors qu'ici, sur toute matrice pour le SVD, on a V sigma, ici lambda autant pour moi, je parle de sigma, U sigma V transpose. Donc, on va parler de valeurs singulières, de vecteurs propres. Donc, les vecteurs propres sont calculés à partir de MT fois M.
et de M fois Mt. Et pour conclure, essayons de voir rapidement les tenseurs. Donc les tenseurs, c'est quoi exactement? Un tenseur, peut-être défini, est une généralisation en fait de ce qu'on vient de voir, parce qu'on a vu les scalaires, les vecteurs et les matrices. Les matrices qui sont représentées en deux dimensions, donc des lignes et des colonnes. Si on veut aller au-delà, par exemple, si notre objectif c'est de représenter des images en couleur, donc deux dimensions ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur trois dimensions, par exemple. Dans ce cas, on ne pourra pas utiliser des matrices, mais on va utiliser ce qu'on appelle des tenseurs. Et pour représenter un tenseur, c'est simple, donc on fait juste une extension de matrice. Et là, vous pouvez voir, on a créé un tenseur donc, qui a une taille 2, 2, 2. Alors que si c'était une matrice, ça va se limiter à 2, 2. Donc on peut afficher pour voir. Donc c'était tout, c'est un peu long, mais c'était pour bien ramasser et de donner les bases à tout le monde pour qu'on puisse, pour que vous puissiez mieux comprendre la partie deep learning. Donc, merci et à bientôt pour le cours sur l'optimisation qui va clôturer la partie fondation en mathématiques. Merci.